Donc Frédéric Sanchez avec nous pour démarrer. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphane. Merci de revenir, parce que d'ailleurs on approche de la date anniversaire de Bismarck, donc les gens que j'aime beaucoup, ils vont revenir comme ça assez régulièrement. Président de l'Alliance Industrie du Futur, donc tu es le patron, j'ai presque envie de dire fondateur d'ailleurs tellement. Alors FIV, évidemment, est une entreprise qui a une histoire bicentenaire, constructeur de la Tour Eiffel, mais à un moment, quand on relance à ce point-là une entreprise, est-ce qu'on ne se considère pas comme un petit peu son fondateur, non? Un petit peu... Non, mais je te renvoie à Ricoeur sur l'identité narrative et la construction narrative. Paul Ricoeur. En fait, pourquoi on a sauvé FIV à plusieurs? Parce qu'on n'acceptait pas l'idée de voir cette fantastique dame qui avait participé à des aventures industrielles extraordinaires tout au long du 19e siècle. On n'acceptait pas qu'elle puisse disparaître. Elle était à deux doigts de disparaître. Un journaliste célèbre a écrit « Chronique d'une mort annoncée, relique des maîtres des forges », c'est ainsi qu'on nous qualifiait. Et si tu veux, on s'est dit non, c'est pas possible, on va pas laisser tomber, on va la sauver, et on l'a sauvée. Alors bien sûr, pour la sauver, il fallait changer ce qui marchait pas. Alors, mais c'est une très très bonne image de ce qui va être notre sujet. Donc tu es maintenant à nouveau à la présidence de l'Alliance Industrie du Futur, tu vas nous raconter ce que c'est, mais... tu as sauvé, vous avez, puisque c'est une affaire collective évidemment, vous avez sauvé FIV en la transformant complètement. C'est-à-dire, il n'y a plus de forge. Non, il n'y a plus de forge. Il n'y a plus de forge. Plus de forge, oui. Il n'y a plus que des cerveaux. Il n'y a plus que de ce qu'on appelle de l'ingénierie. Il n'y a plus que de la conception. Conception et assemblage, parce que la technologie, on la garde en assemblant les différents composants, parce qu'il y a tout un savoir-faire lié aux composants et ça permet de protéger le pays, la propriété intellectuelle. Et par ailleurs, dans certaines niches, où la fabrication est un différenciateur, on la garde. On a par exemple en France, dans l'Est de la France, un atelier magnifique qui est au cœur de la révolution de l'hydrogène, qui fournit des échangeurs cryogéniques. Il y a 2 acteurs au monde capables de faire des échangeurs pour produire de l'hydrogène, nous et un Américain qui s'appelle Chart. Et ça, ces échangeurs, ils sont extraordinairement techno et en même temps le savoir-faire industriel et la capacité à les faire chez soi en accumulant, c'est des trucs, c'est aussi gros que ce bâtiment, en accumulant des ondes en aluminium que tu viens braser et qui vont permettre justement de séparer les gaz de l'air. Ces échangeurs, on les fabrique encore dans nos ateliers. On a ouvert un atelier en Chine, mais on reste sur le bas de gamme jusqu'à 60-70 bars. Et d'ailleurs, aucun de nos concurrents chinois n'est capable d'aller au-delà. Or, nous et Chart, on est capable de produire des échangeurs de plus de 100 bars. Mais alors, ça veut dire quoi sur le futur de l'industrie, sur la façon dont tu le vois? Parce que moi, je t'entends et je dis, oui, bon d'accord, dans 10 ans, les Chinois, ils feront ce niveau auquel tu es, toi, aujourd'hui. Peut-être, mais on va continuer à évoluer. En fait, je pense que ce qui fait que l'industrie est peut-être compétitive dans des pays comme les nôtres, il y a 2 conditions. La première, c'est qu'on investisse dans les outils modernes, qu'on transforme ces ateliers. Parce que souvent en France... Donc robotisation, robotisation, machines-outils sophistiqués et autres. Ça, et d'ailleurs on constate, il y a une étude récente d'Agion qui montre que ça crée des emplois. Ça en détruit et ça en modifie au départ, et ça modifie la nature de l'emploi, mais ça en crée dans la durée parce que ça accroît la compétitivité, que ça permet de gagner des parts de marché. Je te garantis, Stéphane, que c'est le cas. Je te rentre dedans parce que c'est l'immense mérite que j'avais trouvé au désormais fameux rapport Gallois. Oui. Ça ne nous rajeunit pas, ça doit être 2013 à peu près le rapport Gallois. Gallois disait, non les amis, sauver l'industrie, ça n'est pas créer davantage d'emplois, c'est pas vrai. L'industrie que l'on veut sauver, on veut la sauver pour tout un tas de raisons, notamment en termes d'indépendance, d'indépendance de production, on l'a bien vu pendant le Covid, de commerce extérieur, mais pas pour des emplois. Attends, Stéphane, je vais te dire. En fait, les deux constats se rejoignent. En réalité, si tu veux sauver l'industrie du passé, ça ne suffit pas d'investir. Si tu investis dans un outil de production moderne, comme le fait d'ailleurs Bruno Bouygues, que tu as reçu récemment, alors tu crées des emplois parce que avec cet investissement et ce CAPEX, tu es capable de faire évoluer tes propres solutions. Bien sûr que, et d'ailleurs, le débat sur la relocalisation dans le cas du plan de relance, on ne relocalise pas des industries qui sont déjà parties, ce serait aberrant. Elles sont parties pour des raisons intrinsèques, manque de compétitivité, prix, etc. Mais en revanche, il faut localiser les industries de demain. Et pourquoi il faut les localiser? Parce que là, on est sur la même ligne de départ. Et dès lors qu'on a un écosystème, parce que Gallois, je te rappelle, disait aussi, baisser les impôts de production, parce que collectivement, on
a tous pénalisé l'industrie. Et puis, il allait jusqu'à dire baisser les cotisations. Le prix de revient dans une heure travaillée dans nos métiers, finalement, est marginal. Donc, c'est moins le prix de revient salaire qui a un impact c'est un faux sujet, ça. Ah oui, enfin, pas pour tous. Pas pour tous. Non, mais en tout cas, pour l'industrie de nouvelles technologies, l'industrie robotisée qu'on veut construire. Oui, pour nous, oui. En revanche, taxer le CAPEX, ça, c'est une connerie. Or, les impôts de production, ils taxent les CAPEX. Et donc, ils te dissuadent d'investir. CAPEX, c'est l'investissement. Ouais, voilà, c'est les capitaux pour investir. Voilà, les capitaux pour investir. Et donc, bon, mais tu as raison. Attends, je te dis pas de revenir... Non, c'est le nœud du truc. Je suis persuadé, moi, qu'il y a un sujet autour de l'emploi, justement, parce que notre pays refuse, alors c'est un terme terrifiant parce que c'est des hommes et des femmes qui perdent leur boulot, refuse la souplesse indispensable qu'imposent les rythmes économiques. Et à partir du moment où tu veux à tout prix préserver l'emploi, alors petit à petit tu tues l'industrie. Je suis d'accord Stéphane, mais regarde le groupe FIV. Quand on l'a repris et qu'on l'a sauvé, elle était condamnée, on était 2000 en France. Aujourd'hui on est 4500. Donc on a créé des emplois en France dans l'industrie. Alors tu as raison, pas la même industrie que celle dont on a hérité. On n'est pas resté sur le même modèle et le même schéma, comme je te l'expliquais, sauf sur des niches. Attends, je vais te donner un autre exemple. En l'occurrence, c'est Laurent Burel que tu connais forcément. J'adore Laurent. Plasticomium, extraordinaire. Laurent Burel regardait comment l'industrie automobile américaine s'était sortie de la crise de 2008. L'emploi a été divisé par deux à un moment. Par deux. Oui. Toutes ces boîtes ont été nationalisées. Emploi divisé par deux par l'État américain. Oui. Voilà. Oui. Avant de repartir. Et aujourd'hui, effectivement, il y a plus d'emplois qu'il y en avait en 2008. Voilà. Oui. Jamais on n'aurait accepté ça. Ah non, alors attends. Et c'est pour ça qu'on n'a plus de production industrielle aujourd'hui en France. Oui, tu as raison. On n'est pas capable. Non, mais face à des crises dures, on n'est pas capable de s'ajuster durement pour des raisons qui sont celles que l'on voit tous les jours, qui sont historiques. Bon. Donc, effectivement, nous, il faut qu'on s'adapte dans la durée, lentement et sûrement. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle est condamnée. La preuve, on en est un exemple. Il faut trouver les bonnes niches, il faut investir et il faut soutenir l'investissement dans l'outil de production. Et ensuite, eh bien, tu es un entrepreneur qui prend des risques, tu choisis des axes de développement, ça marche pas. Laurent embarque à fond l'hydrogène, espérons pour lui que ça réussira, et je pense que ça réussira, et il va créer des emplois liés au développement de l'hydrogène. Maintenant, s'il était resté... Alors, lui, il ne participe pas Mais par exemple, un Bosch qui faisait du moteur thermique, diesel, là, il n'a pas le choix. Bien sûr. Il est obligé de s'adapter, donc de fermer, et puis on va essayer de redéployer. Aujourd'hui, alors, pour le coup, et d'ailleurs, j'en ai reçu ici une formidable chef d'entreprise qui, aujourd'hui, d'ailleurs, a été éjectée de la tête de son entreprise. On est dans les fonderies, par exemple, aujourd'hui, dans l'Est de la France, qui sont en train, effectivement, de crever de la mutation industrielle. Bien sûr. Oui, mais on est à demander à Renault des chiffres d'affaires garantis, à Stellantis des chiffres d'affaires garantis. Ça, tu as raison, Stéphane. Ça, c'est qu'il n'y a qu'en France qu'on voit ça, et peut-être dans certains pays de l'Europe du Sud. Même l'Europe du Nord, elle, a compris. Les Allemands... Comment on change ça Comment on change ça Par la pédagogie Oui, je crois par la pédagogie, par peut-être, tu vois, un des axes du plan de relance qui, je trouve, devrait être renforcé, c'est l'axe éducation, formation. On ne forme pas assez nos jeunes, les plus jeunes, je ne parle même pas de formation professionnelle, à l'école, sur des sujets de demain. Sur l'économie, sur les sciences. En mathématiques et en sciences, on s'effondre en France dans les classements PISA ou dans les classements OCDE. Ben, là, il faut qu'on revienne là-dessus. Parce que comment veux-tu faire aimer l'industrie à des jeunes si, par ailleurs, tu ne leur enseignes pas ce que sont les sciences, les mathématiques et autres? L'Alliance Industrie du Futur, c'est quoi, Frédéric? L'Alliance Industrie du Futur, alors ça a été créé à l'époque par Emmanuel Macron. Et Montebourg, 34e plan. On était le 34e. 34e. Il y avait 34 plans, 34 axes de la nouvelle France industrielle. Nous, on était le 34e. Macron arrive, il dit « Tout ça est trop compliqué, j'en fais qu'un. Et ça va être l'Alliance pour l'industrie du futur. Et j'y intègre toutes les réflexions numériques, Big Data, IA, et bien évidemment la cobotique, la robotique. Tout ça, c'était des plans séparés. Bon. Et ça a fait du bien. Ça a fait du bien parce qu'on a parlé... On a fait du prosélytisme autour de la digitalisation en disant il faut s'automatiser, il faut davantage acheter de robots. Ouais. On est encore loin du rendez-vous, puisqu'on est à 18 robots pour 1000 salariés industriels, alors que même l'Espagne est à 19 et la Corée, elle est à 87, donc 4 fois plus. Et le Japon, c'est 2 fois plus, et l'Allemagne, mais
on était à 14. Donc, on a augmenté le nombre de robots, alors que l'un des... Sur quoi? Sur les 3-4 dernières années, là? Oui, sur les 3-4 dernières années. Sur la fin de la période Hollande, le CICE, enfin, etc., le plan, l'offre, et puis tout le début du quinquennat Macron, avant, malheureusement, le Covid, où on crée enfin des emplois industriels. Bon. Mais donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On dit... Ça a marché, on en a parlé, on a fait du prosélytisme. Maintenant, on ne parle pas assez des offreurs de solutions. Et d'ailleurs, Bruno Bouygues rejoint l'aventure, il va être dans le bureau de cette nouvelle alliance. Ça veut dire quoi, offreur de solutions? Offreur de solutions, c'est tous ceux qui apportent les briques technologiques qui permettent de produire les produits du futur. La batterie, c'est souverain. OK, donc il va falloir travailler sur une batterie souveraine, au moins lithium-ion. Très bien. À supposer qu'on la trouve, c'est à ACC, donc Saft et Stellantis notamment, d'y travailler. Après, il faudra la fabriquer en Europe, plutôt en France si possible. Pour ça, il faudra que les briques technologies qui permettront de fabriquer ces batteries, elles ne viennent pas de Chine. Parce que sinon, ça veut dire que la souveraineté, on aura raté notre but. Et bon, nous, ce qu'on veut, c'est mettre en avant ces offres de solutions, parce qu'il y en a partout en France, des équipementiers. Mais j'ai beaucoup d'industriels qui me parlent aujourd'hui de solutions. Enfin, Schneider Electric, sans doute, a été un des premiers à mettre en avant des solutions. Voilà. Des solutions. Donc ça veut dire que c'est différents produits qui rentrent ensemble dans une solution. Dans une solution. Et simplement, le réflexe, très souvent en France, mais faute de visibilité de ces offreurs de solutions qui sont répartis dans des dizaines de syndicats professionnels, on s'y perd. Moi-même, je m'y perds. Et leur donner de la visibilité et de l'identité, tu penses que ça va permettre de drainer des investissements, c'est ça le sujet? Oui, j'espère. Alors déjà, donc on a créé une plateforme, on va utiliser 3D Experience d'Assaut. Ils vont venir s'enregistrer sur cette plateforme et on espère que ceux qui vont investir, issus des filières verticales du CNI, là, le GIFAS, l'aéronautique, l'automobile, la chimie, les matériaux, vont venir poster leurs besoins d'investissement et qu'ils iront chercher des offres de solutions avec une obligation de moyens, pas de résultats, parce qu'il faut qu'on soit compétitif. Il faut qu'on apporte la solution, mais c'est en train de démarrer. Alors, c'est plus facile quand il y a un financement et une subvention d'État sur des projets de demain. Sur l'hydrogène, ceux qui travaillent sur les nouveaux processus vont regarder, chercher des... Mais là, t'en as des masses des financements publics, là. Oui, justement. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est plus facile, tu dis c'est plus facile aujourd'hui. Maintenant, parce qu'il y a des masses de financement public. Et donc, c'est le bon moment de le faire. Et on va s'articuler. Et que ce soit fait par le marché et pas par ton 34e plan. Voilà. Non, mais attends, mais moi, c'est pas possible. Tu as raison, mais attends, on ne parlait pas d'industrie avant Montebourg. Alors, il a imaginé ça avec McKinsey. D'ailleurs, je te rappelle qu'à l'époque, l'État a mandaté McKinsey et ils ont sorti 34 plans. C'était très lourd. Voilà. McKinsey? Non. Montebourg. Ouais, mais Montebourg, mais il a au moins parlé d'industrie. Oui, alors, non, mais absolument, tu as raison. Et on n'en parlait pas jusqu'alors. Alors après, il y a eu le rapport Gallois et ensuite, il y a eu l'AIF qui, franchement, a structuré la démarche. Et tu as eu plus de 5000 PME qui ont été quand même auditées et montées en gamme. Alliance et pour l'industrie, AIF, Alliance pour l'industrie du futur. Pour l'industrie du futur. Voilà, c'est ça. Bon, et donc, la phase 2, c'est l'accès davantage sur les deux grandes thématiques, poursuivre la digitalisation, la transformation, la robotique, mais surtout la décarbonation. Est-ce que, alors ça sort un petit peu, mais j'ai eu beaucoup de témoignages, moi, très favorables en fait à ce qui se joue en ce moment autour du plan de relance, qui est le mal nommé d'ailleurs, parce que c'est un plan de modernisation de l'industrie française. C'est ça. Et globalement, ça marche bien, ça va vite, et ça arrive à cibler les PME industrielles, notamment. Il y en a 2-3 qui sont venus ici, qui racontent des petites histoires à 5, 6, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, et c'est 200, 300, 400 000 euros de subventions directes, c'est pas des prêts, pour moderniser tel ou tel ligne d'assemblage. C'est important, ça marche bien. Ça marche bien, et ça marche tellement bien que, par exemple, sur les enveloppes industrie du futur, elles ont été totalement consommées en l'espace d'un an et demi. On est en train de demander une nouvelle de 150, 200 millions. On espère obtenir une nouvelle enveloppe. Mais enfin, c'est 200 millions au milieu de 100 milliards. Quand même. Il pourrait peut-être te donner plus, non? Oui, mais alors à côté de ça, tu as indirectement, et c'est pas dans l'industrie du futur, mais on en bénéficie avec notre alliance, c'est tout ce que sont les plans de relance liés aux industries de demain. Les batteries, l'hydrogène, les nouveaux matériaux. Et tout ça, ça rentre dans mon projet à moi. Enfin, dans le projet à nous. Projet collectif d'une AIF saison 2 ou décarbonation. Je reviens bien. Décarbonation. Comment je réduis l'empreinte environnementale de l'industrie et digitalisation, les deux allant ensemble, parce que la digitalisation est un moyen de décarboner, bien sûr, deviennent essentiels. Bon. Et on rebat les cartes. Mais tu l'as dit d'un mot, il nous reste quelques secondes.
Tu as dit si possible en Europe et ce serait préférable que ce soit en France. Ouais. À chaque fois, on veut donner une dimension européenne à l'ensemble de ces histoires. Non, mais j'ai l'impression qu'elle n'existe pas dans la tête des industriels, en fait. C'est pas un reproche, c'est rien du tout. J'ai pas d'avis dessus. Moi, je constate. Non, tu as raison. Les industriels, ils ont envie de défendre l'industrie française. Voilà, et donc si possible en France, voilà. Et on va tout faire pour que ce se passe en France. Moi, cette plateforme, elle est ouverte à tous les acteurs, alors y compris filiales étrangères de groupes, filiales françaises de groupes étrangers, bien sûr. Ils créent des emplois, ils paient leurs impôts, donc c'est tout à fait normal. Mais on va bien sûr tout faire pour favoriser. Non, l'erreur serait d'essayer d'aller dans des secteurs qui sont déjà largement dominés par d'autres, notamment en Europe. Si c'est en Chine, il faut qu'on acquiert une indépendance. Hein. Il y a des produits stratégiques dont on ne peut pas dépendre de pays aussi lointains, pas parce que c'est la Chine, parce que c'est très loin. Et qu'on voit que quand on a une crise sanitaire, par exemple, mais il peut y en avoir d'autres, c'est dramatique. À un moment, il y a une rupture géographique retrouve toute son importance, et ça devient un obstacle. Et donc, il est fondamental, dans ce cadre-là, d'essayer de réinternaliser, mais encore une fois, et localiser les industries d'avenir dans notre pays. Je ne suis pas en train de parler de relocalisation d'industries qui sont parties il y a 30 ans et qui d'ailleurs sont en train de quitter la Chine pour aller au Vietnam, en Birmanie et ailleurs. C'est un mouvement inéluctable. À la recherche en permanence, il y a des industries. La production de masse, elle cherche à baisser ses coûts par l'effet de volume et donc par des coûts salariaux bas. Mais l'industrie du futur, en fait, et les demandes des consommateurs, c'est de plus en plus de la massification et massification du sur-mesure. Et là, on voit apparaître de nouvelles solutions. Le digital, l'impression 3D. Tout à fait. Donc, et là, c'est un champ considérable qui s'ouvre à des acteurs comme FIV et plus globalement à des acteurs comme Bruno ou d'autres. Il faut donner il faut donner aux industriels toute la souplesse dont ils ont besoin. Moi, je crois bien sûr. Je sais pas, mais parce qu'on revient sur les impôts de production, les baisses de charges. Il faut le faire aussi. Mais non, mais c'est une litanie, ça. Oui, mais 70 milliards, c'est beaucoup. Par rapport aux Allemands. Où j'admets. Bon, voilà, mais c'est pas que ça. Non, voilà. Tu as raison. La flexibilité, l'agilité. On est dans un monde où il faut être agile, et c'est vrai qu'en France, nombre de process ou procédures se complexifient. Voilà. Mais aussi, il faut changer de mindset culturel. Tu vois, face à un nouveau vaccin, je ne sais pas si on a 2 minutes, mais rapide. Face à un nouveau vaccin, les Américains ont dit chiche. Même un président discutable, franchement, dit à 9 mois, j'aurai mon vaccin. Et nous, Européens, tous. Principe de précaution. Principe de précaution ou rationalité excessive. Il dit, non, mais c'est pas possible. Un vaccin à 9 mois, on l'aura jamais. Et donc, on s'organise pour faire face à une maladie qui va durer plus longtemps, alors que les Américains, eux, ont moins confiné parce qu'ils étaient persuadés que le vaccin allait arriver plus vite. Et c'est cette culture, cet état d'esprit qu'il faut changer. Et ça passe par l'école. Ça passe par l'exemplarité, par des porteurs de réussite, des entrepreneurs, parce que je crois vraiment qu'eux, ils s'engagent. Et puis ça passe aussi par la modification de l'école, de l'éducation. Bon. Voilà. Work in progress. Work in progress, je suis d'accord. Rome ne s'est pas faite en un jour. Frédéric Sanchez, donc le patron de FIV et président de l'Alliance Industrie du Futur.